à savoir, je jure de dire toute la vérité, bien que la vérité, je le jure. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie bien. Bien, comme à notre bonne habitude, je vous engage à procéder à l'interrogatoire du témoin, que je vous livre bien volontiers. Vous avez la parole. Moutaroulé est la démonstration de l'incapacité de la MONUSCO, des Nations Unies, mais aussi des FARDC, d'assurer la protection des civils. Alors que cette protection des civils est le premier point du mandat de la MONUSCO ici en RDC, répété par de multiples résolutions du Conseil de sécurité depuis plus de 5 ans et réaffirmé constamment, y compris par M. Martin Kobler. Je lis ici un article qu'il a rédigé dans lequel il dit la protection des civils est la priorité de tout membre du personnel des Nations Unies. Et Moutaroulé n'est pas le... Je vous remercie bien. Et puis, monsieur le huissier, vous veillerez à récupérer le rapport pour un dépôt, madame le huissier, dans les actes de notre procédure. Ce sera le dépôt numéro 7. Madame Rachin, je pense que vous avez des questions à poser à ce témoin. Je vous en prie. Monsieur le témoin, vous venez de me dire que le système de protection de la MONUSCO ne marche pas. Est-ce que c'est dû, d'après vous, à un manque d'intelligence, non pas au sens intellectuel, mais c'est vraiment absence de services de renseignement, ou à un manque de sensibilité, ou à une complicité avec des acteurs? Bon, cet échec de cette stratégie de protection des civils a certainement plusieurs causes. Une des premières, c'est la confiance aveugle que l'on fait dans le déploiement de ces bases sur le terrain. Alors que la MONUSCO ne peut pas disposer des moyens suffisants. Comme disaient des personnes interrogées dans cette étude, nous ne pouvons pas placer un casque bleu derrière chaque arbre. Et dans la pratique, donc les ressources militaires logistiques manquent pour couvrir l'ensemble des zones à protéger. Et puis, comme vous l'avez évoqué, il y a un problème d'intelligence dans le sens de renseignement. Pour prévenir des violences, vous devez avoir une capacité en termes de renseignement militaire extrêmement importante. Elle fait défaut à la MONUSCO. La plupart des troupes déployées, par exemple, ne parlent ni le français ni une langue locale. C'est pour ça que l'on a dû mettre à leur côté des assistants de liaison communautaire, pour que les casques bleus qui circulent sur les routes et qui ouvrent leurs fenêtres et saluent les Pakistanais ici au sud Kivu et disent good morning ne servent pas qu'à apprendre l'anglais aux enfants, qui savent tous ici dire good morning, mais permettent réellement de récolter des informations qui peuvent permettre de prévenir les violences qui risquent d'être commises. Donc, la procédure de décision est aussi très lourde et très lente. Lorsque l'on sait qu'il va y avoir, ou on entend qu'il va y avoir peut-être un massacre, il faut passer du peloton à la section, du section à la compagnie, de la compagnie au quartier général, interroger avant d'obtenir une décision sur la possibilité d'intervenir. Et il y a bien d'autres causes. Faut-il pas demander aussi l'autorisation du pays d'origine des contingents et pourquoi les Nations Unies dans leur ensemble placent-elles au Congo les contingents les plus éloignés culturellement et linguistiquement des régions du Sud? Oui, il faut se poser la question pourquoi l'on envoie des contingents de certains pays et pas d'autres. Pourquoi y a-t-il pratiquement pas de contingent des troupes européennes, par exemple? La France, qui a des troupes au Mali, les Allemands eux-mêmes n'ont aucune troupe présente ici. Les Anglais non plus.
Les contingents ne sont pas des contingents disposant des troupes spécialisées, hein, les plus opérationnels, bien équipés, etc., capables de mener cette guerre, puisque c'en est une, contre les Cosaques. Il vous reste un petit peu moins de 2 minutes. Une question, pourquoi ce qu'on appelle le mapping report, c'est un rapport de l'ONU qui a fait le recensement de 600 cas de massacres dans ce pays? Qu'est devenu ce rapport? Est-il exact qu'il a échoué dans un tiroir à New York? Oui, je voudrais dire, vous évoquez avec raison ce rapport mapping. C'est un rapport qui a fait l'inventaire, la cartographie des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont été commises pendant la période des 2 guerres, celle de 96 et puis de 98 qu'a connue. Et je l'ai amené avec moi. Je l'ai ici. Ce rapport, il comporte un certain nombre de cas, semblables à celui de Moutaroulé, pire que celui de Moutaroulé. Dans ce rapport sont cartographiés, inventoriés plus de 600 incidents. Quand on dit 600 incidents, ça veut dire 600 massacres qui ont été commis par toutes les parties dans les conflits qu'a connus la RDC. Et sur cette carte du Sud Kivu et du Nord Kivu, depuis le Sud jusqu'au Nord, ce rapport inventorie des dizaines, si pas des centaines de massacres, et le sol de ces territoires est jonché de fosses communes. Il faudrait que ce tribunal puisse aussi un jour se poser sur ce passif. Ceci, c'est un acte d'accusation. J'inviterai ce tribunal à tenir dans 6 mois ou dans 1 an une 2e session pour que les crimes commis à cette époque, pour que la vérité et la justice qui sont inscrits au fronton de ce tribunal soient faites. J'espère que vous n'allez pas le sanctionner. Je crois qu'il vient d'exprimer son désir le plus profond de voir la vérité et la justice faites pour les crimes oubliés de ce pays et pour que ce tribunal sur le Congo devienne un tribunal sur les crimes oubliés du Congo. Monsieur Luc, vous reconnaissez avec nous que l'inefficacité de la MONUSCO MONUSCO, ce n'est pas dû aux moyens logistiques insuffisants, ce n'est pas dû aux stratégies, mais vous avez relevé quelque chose, vous dites les troupes inexpérimentées et les troupes qui ne font pas l'effort d'intégration au sein de la population. Mais aussi, ces troupes viennent de pays, souvent de pays d'Asie. Hein? Beaucoup plus de pays, Uruguay, Pakistan, ainsi de suite. Et peu de pays occidentaux, de pays décivilisés. Est-ce que cela n'est pas une volonté d'espérer de mettre ce pays dans le pétrin au moment où il y aura accusation? Parce que là, avec tous ces crimes qui sont en même temps documentés par les Nations Unies elles-mêmes, parce que le rapport mapping a été documenté par les Nations Unies. Donc, les Nations Unies laissent commettre des crimes en RDC et les Nations Unies viennent documenter les crimes. Sachant que certains pays sont préservés, ne sont pas là-dedans. Est-ce que ces pays qui sont aujourd'hui, qui ont fourni des contingents, ne sont pas exposés aux condamnations futures? Parce que j'espère que les Congolais vont, avec l'aide d'un tribunal qui devrait réclamer dehors, pénal sur le Congo, vont avoir de la justice. Voulez-vous réagir? Oui, j'espère que un jour cette justice viendra et ce tribunal peut y contribuer. La contribution des troupes venant de différents autres pays, elle doit interpeller justement
la conscience des gouvernants de ces pays et aussi l'opinion publique de ces pays, pour que ces pays viennent s'engager ici, aussi en RDC, pour améliorer cette situation. Je voudrais attirer cependant aussi l'attention sur un autre point. À chaque moment où l'on constate que la MONUSCO ou la MONUC avant elle n'a pas pu assurer la protection des civils, on entend le discours suivant. On entend dire que le mandat de la MONUSCO est de protéger les populations civiles, mais que c'est la responsabilité première du gouvernement national, de son armée, de son secteur de sécurité, d'assurer cette protection. D'accord. Mais si c'est vrai que, d'une part, la MONUSCO et les Nations Unies n'abreuvent plus les populations de fausses promesses et de faux espoirs qui font croire qu'elles vont être protégées grâce à elles, alors qu'elles ne le sont pas, comme l'a montré le massacre de Moutaroulé. Mais aussi que si c'est la responsabilité première du gouvernement et du secteur de sécurité d'assurer la protection des citoyens, que fait la communauté internationale, que font les Nations Unies, que font la MONUSCO pour réellement appuyer ce pays dans cette tâche? Qu'a-t-on fait depuis 10 ans pour réformer l'armée congolaise, pour en faire une armée qui a les moyens de combattre les groupes armés et les défaire? Est-ce que l'on a veillé à ne pas avoir dans l'armée des éléments négatifs? Non. Depuis 10 ans, j'en ai été le témoin. Chaque fois que l'on s'en prend à un groupe armé, comme les forces armées congolaises, dans leur état de faiblesse, sont incapables de défaire, d'éradiquer, de détruire ce groupe armé, s'il ne veut pas se rendre. Comme on est incapable de cela, on négocie. On négocie et on dit, messieurs, déposez les armes et vous pourrez entrer dans notre armée, vous pourrez entrer dans notre police. Et on les fait effectivement rentrer. Cela dure depuis des années. C'est une véritable prime aux fauteurs de guerre. C'est une véritable récompense à ceux qui massacrent, à ceux qui prennent les armes pour défendre leurs soi-disant intérêts. Il faut faire cesser cela, parce que chaque fois que vous avez un groupe qui se rend et qui intègre, dont les chefs intègrent l'armée comme colonel ou comme général, vous avez évidemment un nouveau groupe qui naît. Oui, parce qu'il se dit, moi aussi, oui, je vais faire la même chose. C'est le moyen d'avoir un job, c'est le moyen d'avoir une place dans l'armée ou dans la je police. peux demander de dire, la MONUC, la MONUSCO, est la seule troupe qui circule partout dans notre pays, même dans des espaces où il n'y a pas d'autorité de l'État, et où il y a seulement l'autorité des rebelles et des groupes armés qui administrent d'ailleurs. Et donc, la MONUSCO arrive même dans des espaces où étaient enlevées des populations congolaises, parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages des victimes sur la présence de la MONUSCO à certains points où ils étaient enlevés. Je suis désolé, madame. J'avais prévenu du temps restant. J'en suis confus. Mais la règle est la règle et pour tout le monde, et je vous remercie de l'avoir respectée. Monsieur Kaini, vous souhaitez la parole, vous avez un petit crédit de priorité depuis tout à l'heure. Je vous livre le témoin. Merci, Monsieur le Président. Après avoir écouté collègues, je sens que nous avons eu certaines conclusions dans le même sens, et cela m'encourage à aller dans les reproduire au lieu de tel que je les ai conçus. Je dis que dans les mines de Bissy, dans les Nord Kivu, celle de Twangiza en territoire de Mwenga, comme celle de Mukongwe en territoire de Walum au sud Kivu, l'exploitation minière industrielle se présente
dans un spectre de conflits avec l'exploitation artisanale. Les mines cédées aux sociétés industrielles par les autorités nationales à l'insu généralement des communautés riveraines servent des sources de revenus principales et importantes de ces populations et celles des provinces, pas seulement des provinces concernées, et toutes les autres provinces du pays. L'exploitation minière artisanale impulse divers secteurs et les effets sont palpables, par exemple dans l'habitat, le commerce international, le petit commerce, la scolarisation des enfants supportée effectivement par les parents, la sécurité, la réduction du chômage et beaucoup d'autres. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, et grâce à cette exploitation artisanale, ici à Bukavu, vous avez toutes ces maisons construites, bien que l'État n'a pas encadré ces constructions pour faire de cette ville une belle ville, ou créer d'autres villes à côté de Mukungwe ou ailleurs, pour pouvoir profiter de tous les revenus qui venaient de ces carrières minières. Les nouvelles agglomérations à vocation urbaine apparaissent et les conditions de vie des ruraux s'améliorent davantage. L'exploitation minière industrielle, contrairement à cette qualification relative à l'industrie, n'a pas industrialisé l'entité de son implantation. La seule différence avec l'exploitation artisanale, c'est qu'elle extrait de minéraux à l'aide de machines modernes plus sophistiquées. À part ça, il n'y a rien d'autre d'industriel, parce qu'il n'y a pas d'investissement dans le milieu de leur implantation. Les traitements de minéraux extraits dans les provinces du Kivu s'effectuent en dehors de la RDC, et notamment au Rwanda. Des fonderies de traitement d'or sont construites au Rwanda et non à RDC. L'or, capitérite de coltan, exporté à partir du Rwanda, classe ce pays dans le rang de producteurs et exportateurs de minéraux qui ne produit pas ou produit en toute petite quantité. Toutes les retombées de l'installation des comptoirs d'achat et vente des traitements de minéraux de la RDC dans le pays voisin, dont le Rwanda, en termes d'emplois créés, des recettes au budget de l'État, sont, je veux dire aussi que la mise en place de ce comptoir d'achat d'or, de ces usines, de ces fonderies en Rwanda, dont des recettes plutôt au Rwanda, crée des emplois plutôt au Rwanda et n'apporte rien au budget de l'État congolais. Comme si cela ne suffisait pas, le cynisme de l'impérialisme et du capitalisme dégradant va jusqu'à vouloir empêcher totalement aux populations congolaises de vivre directement de leurs ressources minières, en voulant chasser les trésors artisanaux de leurs sites miniers sans contrepartie consistante en termes d'alternatives d'emploi, rémunérateurs et de préservation des espaces exclusivement d'exploitation artisanale. L'exploitation industrielle de Banro, comme de MPC et d'autres non identifiés, cause des dégâts environnementaux, tels qu'on l'a montré ici, des dégâts énormes qui présagent de l'extermination lente mais sûre de peuples riverains. Vous avez suivi tout ce qu'on a dit par rapport à ce cyanure qui commence à perturber la biodiversité. Ces dernières, ces peuples riverains et les autres éléments de la biodiversité ont commencé à en vivre les effets, sans que cela n'émeut ni les autorités nationales, ni les défenseurs des droits humains internationaux. En réduisant l'espace vital des communautés congolaises, cette exploitation minière industrielle affecte la qualité et la longueur de vie de ces populations riveraines et de leurs progénitures. L'on ne peut dérouter les Congolais en les condamnant d'abandonner l'agriculture pour détourner les villageois des mines qui leur procurent des revenus en espèces en peu de temps, même si l'effort physique est encore remarquable. Parce qu'il y en a qui pensent que tout le monde doit aller dans l'agriculture. Non, l'agriculture doit devenir spécialisée et ne prendre qu'un petit groupe de gens qui sont des professionnels. Et les gens peuvent s'orienter vers d'autres secteurs comme les mines.
S'en prendre aux groupes armés qui exploitent les minéraux relève toujours de la logique d'exclure les Congolais de la jouissance de ces ressources naturelles. Les armes que ces groupes armés utilisent sont acquises par ceux-là qui les importent, le Congo étant frappé d'embargo depuis beaucoup d'années. Elles viennent par des mécanismes de brassage. Beaucoup d'armes sont venues par le mécanisme de brassage, mixage, opération Umoja, Amani Leo et consorts. Et ces opérations, on sait qui les a initiées. Tous les pays, nous disons que tous les pays, toutes ces opérations ont été conçues et appuyées dans leur exécution par les représentants de la communauté internationale, la MONUSCO en première ligne. Parce que tous les pays ne sont pas membres de la communauté internationale au même titre, avec la même influence. On en connaît les ténors, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que les gens se demandaient qui était la communauté internationale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union européenne, avec leurs instruments, Banque mondiale, Fonds monétaire international. Je veux parler ici de la reconnaissance de la responsabilité. J'ai dit que cette reconnaissance de la responsabilité doit appeler la justice. Nous avons suivi le cas de Mutaroulé. Le peuple congolais, à travers le Mutaroulé, qui réclame la justice. Que les contrats léonais signés par les autorités congolaises, sous pression des forces économiques extérieures, comme ils l'ont prétendu, que ces contrats-là, les Congolais réclament leur révision. Je dis ici que la question du départ du marché extérieur au Congo relève aussi plutôt de la volonté de maintenir l'instabilité, mais aussi de se garantir une main-d'œuvre moins chère d'extraction des minéraux qui passe par les mandats pour rejoindre les capitales occidentales. Et la loi de Dodd-Frank, la loi d'initiative américaine, a plutôt enrichi des industries qui sont légitimées dans l'exploitation. Et la stabilité du Congo passe par les mécanismes économiques, militaires et politiques. Quels sont ces mécanismes économiques? Là, nous sommes avec des recommandations. Il faut qu'il y ait des infrastructures routières de qualité, reliant les milieux de production à des centres de consommation. Ces infrastructures faciliteraient la circulation des personnes et de leurs biens pour ne pas abandonner certains espaces sous le contrôle des faux ou vrais rebelles ou rwandais. Et pas seulement se cantonner dans des villes, dans le centre-ville pour dire qu'on fait des routes. Des investissements appropriés, suivant des potentialités de chaque territoire, va permettre de promouvoir des emplois et donner l'espoir. Donner l'espoir et de nouvelles perspectives aux jeunes. Les jeunes qui, quand ils n'ont pas de perspective, ne peuvent pas aller vers les groupes armés. Négocier le départ de la MONUSCO est un besoin aujourd'hui qui a toujours été ressenti par les populations, mais qui est inhibé par la faible confiance et la volonté, la capacité du pouvoir actuel de sécuriser les populations. Les hommes qui avaient choisi d'être sous les drapeaux sont autant en danger, je vais y faire allusion, à cause du commandement incohérent et contradictoire. Et on a vu, on nous a dit qu'un monsieur qui avait, un militaire qui avait voulu protéger les populations, qui l'avait fait à Mutaroulé, avait été liquidé. Vous avez suivi le cas de Mamadou, qui avait été bien apprécié dans ses prestations et qui avait été liquidé pour avoir bien servi les Congolais. Notre inquiétude est que les dirigeants congolais qui s'engagent sur la voie de servir le peuple congolais sont tout simplement liquidés. Rappelons Lumumba, rappelons Laurent Désiré Kabila, nous rappelons cela parce que ceux-là ont refusé de brader le patrimoine commun qu'est le Congo. Alors les hommes femmes politiques, les forces vives de la RDC devraient exiger de la lumière sur le mobile de leur assassinat et exiger que les vrais commanditaires soient punis. La crainte d'élimination physique par les puissants de ce monde fait que les dirigeants congolais abandonnent les intérêts du peuple congolais au profit des intérêts occidentaux. Et on a suivi, nous a dit la pression est forte que je ne voudrais pas aller au ciel bientôt. Ce tribunal, nous l'espérons, c'est une opportunité de mobiliser les forces vives du monde entier pour la cause et la réalisation du Congo et des Congolais. Continuons tous à contribuer à sa réalisation. Grâce à elle, nous réussirons peut-être à obtenir la mise en place du tribunal international pour la RDC, que nous sommes tous en train de réclamer, que nous l'avons toujours réclamé depuis le début de cette guerre. Nous voulons fustiger la thèse de certaines recherches internationales qui disent que... Je dois vous interrompre, mais je pense que nous avons tous compris votre appel.
à un tribunal international pénal pour le Congo. Oui. Je vous remercie. Merci, monsieur le président. Je remercie tout particulièrement Mme Nancy Bizimois. Vous avez vu que son militantisme s'effectue en tout moment, même la nuit. Je remercie M. Prince Karim de prendre la parole, qui est le dernier de nos jurés à disposer de ces 10 minutes. M. Kiani, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. J'interviens devant ce tribunal en réponse à l'invitation qui avait été adressée au ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement de la République, Son Excellence Lambert Mende Omalanga, qui nous y a délégué Mme Philomène Nkoé Silo, secrétaire général du ministère, M. Ogi Kandé, secrétaire de cabinet, et votre homme serviteur pour y participer. Il m'a chargé d'intervenir en son nom et je remercie le président du tribunal de m'en avoir donné l'occasion. Après les nombreuses et profondes interventions des orateurs et autres témoins que nous avons écoutés pendant ces 3 jours, beaucoup de choses qui tiennent à cœur le gouvernement ont été dites. M'abstenant de les répéter afin de gagner du temps, je me contenterai de saluer la convergence d'opinions d'essence patriotique que j'ai constatée du début à la fin des travaux de ce tribunal, somme toute historique. Ceci rassure que par-delà nos divergences de vues, toutes légitimes au regard de la mission et de l'angle de perception de chacune des organisations ici représentées, l'amour du Congo peut et doit nous unir. Je félicite particulièrement à cet effet M. Milo Ro pour cette belle initiative qui montre que l'amour du Congo participe de l'amour de l'humanité que partagent manifestement toutes les personnes non congolaises qui ont concouru à la réussite de ces audiences de Bukavu. Je les remercie donc. Que dire au terme de toutes ces audiences, dont l'objectif clairement stipulé par le serment prêté par les témoins a été de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Peut-être ajouter quelques éléments de la vérité du gouvernement de la République, qui n'a pas eu autant de défenseurs que les autres points de vue qui sont ressortis à travers les interrogatoires. Ce faisant, je constate que les témoignages sur les sites miniers évoqués recèlent un arrière-fond qui n'a peut-être pas attiré suffisamment d'attention. C'est qu'il s'est agi essentiellement d'un débat de temps de paix. Simplement parce qu'il y a quelque temps, la préoccupation était de dire comment on chasse de ces sites-là les groupes armés qui les occupent. Si aujourd'hui on peut commencer à dire comment répartir les intérêts entre les industriels et les artisanaux, c'est que le discours a changé parce que les circonstances ont changé sur ces sites-là. Et c'est dû à des efforts et à une action précise. Il faut donc honnêtement reconnaître que c'est grâce à l'engagement du gouvernement pour mettre fin à la sanctuarisation des 10 sites miniers par les groupes armés que nous en sommes là. À ce sujet, il est de mentionner que même certains éléments du FARDC, contre lesquels pesaient des soupçons, je souligne que soupçons, ce n'est pas encore une condamnation, contre lesquels pesaient des soupçons d'exploitation illégale des minerais dans les 10 sites, ont subi les sanctions requises dans ce cas
lesquels n'ont pas épargné les hauts gradés. Suivez mon regard. Ces sanctions, ayant fait l'objet d'actes légaux dûment portés à la connaissance du public, il serait superfétatoire que je rentre dans les détails les concernant. Mais je tenais à ce que ce soit dit. En fait, concernant l'évaluation de la situation globale relative à la restauration de la sécurité et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire de la RDC, les évidences sont là. Primo, il n'y a plus de soldats des armées régulières étrangères dans les rangs de ceux qui insécurisent notre pays. Secondo, j'ai bien dit les armées régulières. Secondo, alors que la grande insécurité que je distingue de la petite, parce que la grande, c'est la grande guerre, ce sont les guerres que nous menions. Mais ce que moi j'appelle ici petite insécurité, on peut s'accorder sur la terminologie, ce sont des situations qui relèvent de la police, de la justice, comme dans tous les autres pays du monde. Donc je disais, secondo, alors que la grande insécurité concernait il y a quelque temps presque la moitié du territoire national, elle n'est plus localisée que dans quelques localités. Tout cela grâce à la montée en puissance de nos forces armées que tout le monde a salué lorsque nous avons vaincu le fameux M23. Et ceci est le résultat d'un choix politique audacieux et d'un investissement conséquent. La République fait certes face aujourd'hui à de nouveaux types de menaces, notamment dans le territoire de Béni, où la mort tend à être banalisée par les ADF, qui ont déjà arraché à la vie plus de 300 personnes innocentes. La vérité, c'est que le gouvernement y répond au maximum de ses possibilités. Les résultats sont tels que le quartier général des ADF en pleine jeune a été détruit et les principaux chefs neutralisés. Avant donc d'oser affirmer que le gouvernement serait complice de ce dont il est le premier à souffrir, il faut s'interroger sérieusement sur la valeur de vérité qu'une telle assertion peut représenter. 3 minutes. Car elle risque d'être perçue par certains comme une insulte à la mémoire des morts enregistrés par nos forces armées engagées au combat contre les ennemis de la République, notamment dans les différentes opérations qu'on a déjà citées ici. Et je voudrais préciser que la dernière qui est en cours, donc Soukola 2 contre les FDLR, a déjà permis. On fait que vous avez encore droit à 7 minutes. Merci. Ça me rassure, j'étais déjà. Je suis désolé. Je suis perturbé par le public. Je rappelle, si vous le ferez bien. Merci. Je vous remercie. Donc l'opération en cours contre les FDLR a déjà permis de neutraliser plus de 677 FDLR sur les 1200 déclarés avant son lancement. Je ne sais pas si ça ne représente rien. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, vous avez montré votre maturité comme peuple congolais. L'ensemble de ces opérations, ce n'est pas ce qu'on peut appeler inaction, à moins que ces mots ne soient compris dans une langue autre que le français. J'ai apprécié que ce tribunal, peut-être pour dire un mot sur, parce que je crois que j'ai déjà parlé de site minier, je voudrais juste dire une phrase sur Monteroulé. Voilà. Bon, nul ne peut soutenir raisonnablement les crimes commis où que ce soit. Mais je ne comprends pas
pourquoi nous développons une culture selon laquelle chaque fois qu'il y a un crime qui est commis, le premier accusé, c'est l'État. Je ne comprends pas parce que les crimes, quand les crimes sont commis, ils sont pris en charge par la justice, qui est d'ailleurs indépendante dans notre pays comme ailleurs, et il faut attendre les conclusions de la justice. C'est tout ce que je voudrais dire pour ne pas entraver le travail de la justice sur ce dossier. J'ai apprécié que ce tribunal ait mis en lumière les différents rôles par rapport à l'insécurité et à la déstabilisation de notre pays. Si je dois résumer ce qui a été dit à ce sujet, il s'agit de certaines puissances d'argent telles que les avait désignées le président Mobutu dans son discours devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès le 5 septembre 1966. Il y avait affirmé que l'insécurité était déjà en ce temps-là l'œuvre, je cite, des puissances d'argent pour lesquelles l'ordre, la stabilité et la discipline au Congo hypothèquent leur exploitation de nos richesses. Fin de citation. Mais il est important de ne pas perdre de vue les autres acteurs que sont certains pays voisins notoirement connus pour leur interventionnisme négatif au Congo, les groupes rebelles étrangers qui écument l'Est de notre pays, ainsi que les aventuriers congolais, avides d'argent et de pouvoir, qui n'hésitent devant aucune alliance pour atteindre leur but, constituant ainsi à chaque fois la caution interne des pseudo-rébellions téléguidées à partir de pays voisins, en l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda. Sur ces dossiers, sur ces questions, les simplifications relèvent soit de l'inconscience, et je souhaite à cet égard que nous nous gardions de reproduire encore longtemps le modèle de la République des inconscients déploré par l'ouvrage du sénateur Modeste Mutinga. Soit alors de l'immaturité politique dont certains illustres acteurs politiques étrangers nous ont accusés il n'y a pas si longtemps. Je me dois d'évoquer ici le pertinent message du gouverneur de la province du Sud Kivu à l'ouverture des travaux de ce tribunal, par lequel il nous a invités au réalisme, c'est-à-dire à la sagesse de savoir entrevoir l'horizon légitime de tout ce qui est envisageable et faisable, mais en évitant toute simplification de phénomènes essentiellement complexes, pour lesquels toute solution simpliste serait inappropriée, sinon dangereuse ou alors démagogique. Je ne suis pas convaincu que notre peuple ait vraiment besoin de ce type de solution. En application de cette sagesse, le gouvernement de la République, sous le leadership du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, continue de mettre en œuvre la stratégie consistant à la consolidation de la puissance de notre armée, une offensive diplomatique et la maximisation des potentiels susceptibles de renforcer la cohésion nationale. Tout ceci en vue d'assurer les conditions nécessaires et suffisantes à la mise en œuvre effective de l'ambitieux programme de la révolution de la modernité, dont l'honorable Kamere a épinglé certains projets spécifiques qu'il a présentés comme étant les siens. C'est peut-être le signe que rien de fondamentalement idéologique ne l'oppose à la majorité actuelle. Tant mieux. Je ne reviens pas sur les questions d'hier parce que le ministre provincial y est revenu. Je crois que, je ne sais pas comment combien de temps il me reste, je pourrais juste conclure. Un peu de tolérance, s'il vous plaît. Un peu de respect, de tolérance. Outre mon intervention, je considère comme lacunaire toute perception ou analyse de nos problèmes de gouvernance qui aurait comme présupposé
l'omniscience des membres du gouvernement et la toute-puissance de celui-ci. Agissant dans le temps et l'espace, le gouvernement a besoin d'interagir avec les citoyens. Mon regard personnel sur ce tribunal est justement tel que j'y vois l'occasion de cette interaction dans laquelle le gouvernement non seulement communique son approche, mais écoute les doléances et desiderata des citoyens, et pourquoi pas leurs propositions, car c'est à la fois un droit et un devoir de citoyenneté responsable que d'inspirer les actions de son gouvernement. Si la technique le veut bien, je vous remercie. À vous lever avec moi pour passer à part Asseyez-vous, je vous prie. Vous avez effectivement bien raison. Je vais clôturer cette séance de clôture. Je vais donc frapper le dernier coup de marteau qui clôture définitivement l'ensemble des sessions du tribunal pour le Congo. Je vous remercie, dès que ce coup de marteau aura retenti, de féliciter M. Rowe et son équipe comme il le mérite, par des applaudissements nourris. Je dois d'abord vous dire, car parce que M. Rowe vient me le rappeler, mais je ne l'oubliais pas, que le jugement sera rendu demain à l'hôtel résidence à 13h. Venez nombreux, je clôture les travaux du tribunal sur le Congo. Nous avons parlé, nous avons dit que nous soutenons, nous avons mis une nuance, nous avons dit que nous voudrons voir la coexistence entre l'exploitation industrielle et l'exploitation artisanale. Et quand nous parlons de l'exploitation industrielle, nous croyons que aujourd'hui, dans la manière dont Banro et même MPC sont en train d'exploiter,
il n'y a pas d'industrialisation. Il y a une certaine exploitation qui se fait avec des machines modernes, mais il n'y a pas d'industrialisation de l'entité. On parlerait d'industrialisation si, par exemple, on voyait Banro venir pour nourrir ces populations, installer une industrie de transformation de manioc, par exemple, du sorgho, par exemple, ou même des choux et des tomates. Là, on industrialiserait le coin. Si on voyait, par exemple, dans les milieux, Banro amènerait d'autres machines ou d'autres industries, par exemple, pour traiter le minerai. Là, on industrialiserait. Donc, il n'y a pas d'industrialisation avec la parler d'exploitation industrielle, telle qu'on l'a vu ici, ce n'est pas encore de l'industrialisation. Nous sommes pour l'industrialisation. Il n'y a pas de développement sans industrie. Il n'y en a pas. Mais ce qu'on fait dans l'exploitation industrielle, ce n'est pas de l'industrialisation. Il faut qu'on comprenne cela bien. Jugement de Boucan. Après une année de recherche et 3 jours d'audience, les jurys du tribunal sur le Congo répondent de manière suivante aux questions centrales présentées publiquement par le chef d'enquête lors de la session d'ouverture du 29 mai 2015. Première question. Les conflits interethniques et les attaques des différents groupes armés à l'est du pays sont-ils devenus incontrôlables à un degré tel que le gouvernement et l'armée congolaise, qui sont en train de se remettre de 20 ans de conflits dans le pays, échouent régulièrement en essayant de rétablir de l'ordre? Non à la majorité. Nous jugeons que les conflits interethniques seraient contrôlables à condition d'en avoir la volonté politique et un pouvoir responsable. Deuxième question. Les gouvernements de la RDC ainsi que l'armée congolaise sont-ils des acteurs dans les attaques systématiques contre la population locale en maintenant intentionnellement le désordre et l'insécurité dans la région, soit par passivité, soit en collaborant avec les groupes armés? Oui à la majorité. Nous jugeons que certains éléments de l'armée et des responsables politiques de la RDC sont des acteurs dans les attaques systématiques contre la population locale, mais certainement pas les seuls. Le gouvernement de la RDC, par ses carences ou sa passivité, a une part de responsabilité dans le désordre et l'insécurité. Troisième question. La communauté internationale et les troupes de la MONUSCO stationnées à l'est du Congo contribuent-ils à la stabilisation politique et à la sécurité dans cette région en renforçant un gouvernement et une armée encore faible, mais sur le chemin de se remettre? Oui à la majorité. Nous jugeons que la communauté internationale, par l'intermédiaire de la MONUSCO, contribue à la stabilisation politique et à la sécurité dans la région, mais pas de manière significative. Si la volonté politique était présente, elle pourrait certainement faire plus, mieux et plus vite. Trop souvent, elles seront coupables de non-assistance à la population en danger. Quatrième question. La communauté internationale et les troupes de la MONUSCO seront-ils coupables de complicité en collaborant et en renforçant en termes de forces militaires et de logistique une armée et un gouvernement qui ne travaillent pas en faveur des citoyens congolais et ne respectent pas leurs droits humains? Non à la majorité. Nous jugeons que la communauté internationale ne sera pas coupable de complicité directe. En effet, au nom de la communauté internationale, la MONUSCO qui accompagne le gouvernement se contente d'appliquer le mandat qui lui est donné par le Conseil de sécurité. Cet appui ne représente pas une complicité, mais nous soulignons le fait que la mise en œuvre du mandat suscite de très sérieuses réserves. Cinquième question. L'exploitation industrielle des minéraux assoit-elle enfin une base pour la paix et la démocratie dans la région en construisant une infrastructure adéquate, en créant des emplois
et en favorisant des branches avoisinantes de l'économie locale? Non à la majorité. Nous jugeons qu'à ce stade, aucune exploitation industrielle de minerais ne s'est accompagnée d'un investissement dans une infrastructure adéquate, dans la création d'emplois ou dans l'appui aux communautés locales. Si les sociétés minières le faisaient, elles pourraient contribuer à la paix et à la démocratie dans la région. Nous ajoutons que la question de l'exploitation artisanale doit être résolue pour arriver à une coexistence pacifique entre les exploitants miniers artisanaux et les sociétés minières. Sixième question. Les entreprises multinationales exploitant industriellement des minéraux dans la région ont-elles profité de l'instabilité politique pendant les 20 ans de guerre pour recevoir des concessions minières à des conditions profitables et s'accaparer des ressources naturelles du Congo de l'Est? Sont-elles dans ce cas coupables des pillages du peuple congolais? Oui à la majorité. Nous jugeons qu'elles ont profité de l'instabilité politique et de la faiblesse des institutions congolaises pour obtenir des concessions minières dans des conditions désavantageuses pour les populations congolaises. Elles ont ainsi contribué au pillage des ressources minières de la RDC. Les jurys du tribunal sur le Congo, Bukavu, 1er juin 2015. Parce que si je me suis déplacé de Kinshasa jusqu'ici, je voudrais d'abord vous remercier, vous-même, membre du jury, initiateur de cette belle œuvre. Je voudrais remercier le gouverneur qui a montré son intérêt pour ce que nous faisons. Et je voudrais aussi remercier les Congolais qui ont montré leur attachement à cette question qui les tient à cœur. Mais seulement il ne faut pas qu'à travers les questions, ce qui est perçu par la population comme quelque chose qu'ils avaient déjà réclamé pendant longtemps. J'ai entendu plusieurs fois quand je suis venu à Bukavu, à Goma, à Bandaka, j'ai fait le tour du Congo, et j'ai lu l'Internet. Nos amis de la diaspora disent oui, la communauté internationale ne parle pas assez du drame congolais. Les gens sont en train de mourir en silence. Les génocides oubliés. On a vu les films Hôtel Rwanda. Les Rwandais tous, ils ont soutenu ce film. Je ne pense pas qu'il y ait eu un seul journaliste rwandais qui a dit oui. Qu'est-ce qui se cache derrière ce film? Ils ont voulu savoir, est-ce qu'à travers ce film, ce que nous avons vécu comme génocide sera connu à travers le monde? Réveillons-nous, chers amis. Les gens viennent, mais ils ne deviennent pas nos parents, ils ne nous ont pas arraché notre souveraineté, ils viennent nous aider, mais rappelez-vous que la responsabilité première, c'est avant tout nous-mêmes, Congolais. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont rendu un jugement ici, pour moi, fantastique, où ils n'ont épargné personne. Est-ce que nous pouvons tous ensemble, leaders, et vous de la société civile, vous des médias, parce que vous êtes une force, c'est le cadre de pouvoir, le gouvernement et la population nous approprier cela pour dire allons vers un plaidoyer pour notre pays. Deuxième élément, c'est formuler une recommandation pour dire aux amis, au lieu de demander d'où vient l'argent, où ça part. Bon, madame, la première dame de la France était venue ici. Elle a fait des dons. Je n'ai pas entendu quelqu'un poser la question, qu'est-ce qui se cache derrière ce don-là? Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici. Nous disons merci à partir du moment où ça aide l'hôpital de Panzi. Si ça va directement au bien de la population, disons bien. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion tous ensemble de voir les gens de Walikale s'exprimer. Les gens de Luinja, de Mukungwe. Ils ont parlé, des Mutaroulé. Est-ce que ce n'est pas formidable ça? Ils ont parlé et le monde entier, à travers les films ici, va comprendre. Si on avait oublié Mutaroulé, ils vont se rappeler, tiens, c'est ce qui s'était passé. Réellement, une maman en train d'accoucher, on a dû. Je crois que c'est ça qui avait fait que le monde s'était réveillé pour aller à la rescousse du Rwanda et pour dire plus jamais ça au Rwanda. Et donc, nous avons soutenu la démarche et nous avons apprécié qu'il y ait des leaders qui pensent qu'ils doivent parler de leur histoire. Le Rwanda l'a fait.
Écrivons aussi notre histoire, comme Patrice Emery-Lumumba l'avait dit. Accomplissons la prophétie de Simon Kimbangu, qui avait dit que nous allons souffrir pendant longtemps après les indépendances, mais il y aura des leaders, quand ils prendront conscience, le peuple congolais va reprendre son destin entre ses mains. Ce n'est pas M. Milo, ce n'est pas le président du tribunal, ce n'est pas Bissimois, ce n'est pas tous ces brillants orateurs, Mugango et tous les autres que j'ai vu ici, Kiani, Madame Venancy et Kalinda, qui vont dire le peuple du Congo. Non, ce n'est pas Kamel, ce n'est pas Tichambo, non. C'est nous allons indiquer la voie, nous allons nous en approprier, mais il appartient au peuple congolais, du village, de la ville, de dire le Congo, c'est moi, mais le Congo, c'est dans le monde. Concernant le logo, moi j'appuie ce logo, puisque dans ma vision, j'ai toujours dit que le Congo, c'est le cœur et l'avenir de l'Afrique. Dans la verticalité, Afrique, Méditerranée, Europe, l'espoir de l'humanité repose à l'Afrique. Et l'Afrique, c'est le Congo. Quand on vous agrandit, il ne faut pas chercher à vous réduire. L'essentiel a été dit par